C'est l'heure du tribunal de l'actualité à Boromo, Pa, Oundé et Bobo Dioulasso et nous sommes aujourd'hui vendredi 22 décembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges au Favara, bonjour. Bonjour Président Kabore, bonjour Juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Juge Vaha, bonjour. Président Kabore, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Et pour cette 5e audience du tribunal de l'actualité, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de l'annulation du décret d'extradition de François Compaoré par la France. En seconde partie d'émission, il sera question de la rencontre statutaire 2023 du Conseil supérieur de la magistrature présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Et enfin, en dernière partie d'émission, il sera question de diplomatie avec le Mali qui proteste contre une ingérence algérienne dans ses affaires intérieures. Voici pour le menu de cette 5e audience du tribunal de l'actualité que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Benabougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci, Président. Il me plaît de revenir sur deux faits qui se sont passés. D'abord, il y a eu le premier avant-propos, c'est l'action récursoire qui a été enclenchée au niveau du Conseil des ministres, qui fait qu'un agent de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, s'il arrive à commettre des erreurs et que l'État casque fort, que cet agent puisse être poursuivi et répondre. Donc, s'il y a même de l'argent à verser, qu'il paye. Parce que des gens font des abus d'autorité, des abus de pouvoir, font du tort à des citoyens, tout en sachant que c'est du tort qu'il fait. Mais ce n'est pas un problème pour lui parce que quand il aurait une action en justice, ce n'est pas lui qui va casquer, ce n'est pas lui qui va payer, c'est l'État burkinabé qui va payer. Et lui, ce n'est pas un problème. Et donc, dans ces conditions, des gens ont été poursuivis. L'État burkinabé a été poursuivi, a dédommagé des gens. Des gens ont été relevés de façon irrégulière. Et voilà. Et donc, ça permet de responsabiliser sérieusement les agents de l'État, de sorte à ce qu'ils puissent répondre de leurs faits et gestes s'ils font que l'État burkinabé, de façon dédommage des gens. Parce que souvent, c'est à hauteur de millions. De fortes sommes d'argent sont reversées à des gens parce qu'un agent public comment on appelle ça, a fait usage démesuré des pouvoirs qui lui ont été conférés. Mais ce pouvoir, c'est juste dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas pour abuser du citoyen ou des autres travailleurs. Mais des gens l'ont fait tout en sachant qu'il y a un risque de plainte. Mais lui, il ne répondra de rien. C'est l'État qui va casquer. Et c'est une action qui a été prise et ça, c'est à féliciter. Parce que c'est très important dans notre marche républicaine. Et même dans ce gouvernement actuel, les gens ont pris des décisions ça peut coûter cher à l'État burkinabé. Si la loi va être rétroactivité, certaines autorités de ce même gouvernement peut-être viendraient à répondre de ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des actions qui ont été posées et des Burkinabés, c'est sûr qu'on vous posait des actions en justice. Il y en a qui ont déjà enclenché et ça peut revenir cher à l'État du Burkina Faso. Et ça, c'est très important à relever, à féliciter et à saluer. Donc le ministère de la fonction publique à travers la personne de Bassorma et puis l'AJE, c'est eux qui ont travaillé sur ça. Ça, c'est une très bonne action qu'il faut saluer. Deuxième fait, lors des dernières décorations du ministère de la Communication, la cérémonie a eu lieu au Musée national. C'est vrai qu'il y a un projet d'envergure pour rendre le musée attractif à travers la construction d'un centre attractif, en tout cas d'un espace attractif et un espace récréatif. On en voit dans plusieurs capitales, dans plusieurs pays. Chez nous, c'est beaucoup plus le privé qui a pris le pas sur ces questions. Voilà. Mais j'ai dit ça aussi, c'est quelque chose à féliciter. Parce que le musée était délaissé. En dehors des élèves et de leurs instituteurs ou de leurs professeurs qui y vont pour les besoins pédagogiques, ce qui est bien normal aussi. Bon, il n'y a pas un engouement en tant que tel. Un citoyen burkinabé qui s'élève de lui-même pour aller visiter le musée,
ça se compte du bout des doigts, pour voir qu'est-ce qu'il y a réellement. Mais quand il y a même des cérémonies, le ministère de tutelle oublie le musée. C'est dans d'autres salles de spectacle, c'est dans d'autres salles de cérémonie que le ministère va. Et là, on a oublié, pratiquement le musée est oublié, c'est relégué aux oubliettes. Et tenir une cérémonie de cette envergure au niveau du musée national, c'est bien, ça redonne vie au musée. Ça commence à faire en sorte que le Burkinabé se rappelle, je dis bien se rappelle qu'il y a un musée. Il y en a qui ne se rappellent qu'il y a un musée que quand ils passent un musée national. Ils ne savent même pas c'est quoi qu'un musée, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la promotion du tourisme interne également ne pourra être effective que quand l'autorité elle-même s'intéresse à ces éléments-là. Et ça, c'est très important. Je tenais à relever ça. C'est vrai, c'est des faits qui sont passés, mais je dis bien que pour notre marche, c'est significatif et on ne pourrait pas les passer aux oubliettes. Et c'était ça mon avant-propos. Juge Geoffroy, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner ce que nous avons comme potentiel au Burkina et dans nos pays du continent et qui est mis en exergue au CIPAO, Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou, qui est l'initiative de Ida Mavé, en tout cas on va dire une paire de ciseaux bien maîtrisée sous nos cieux, pour nous proposer très souvent des collections qui sont à la fois belles et originales et qui valorisent ce que nous avons comme éléments importants de notre terroir, pagne tissé et autres. Et quelquefois, on vous en donne des modèles qui pourraient ne même pas paraître forcément de prime vue comme ça africaine, mais dans toute la texture, dans tout ce que vous avez comme composante, c'est vraiment africain. Donc avec des chemises bien faites et tout, vous allez passer au CIPAO, je pense que vous allez être bien servi pour ceux qui aiment l'art vestimentaire, qui aiment le vêtement, qui aiment le bienfait, parce que très souvent le reproche qu'on a beaucoup fait à souvent nos stylistes et autres, c'est que le prêt-à-porter, c'est la finition. C'est-à-dire quand on veut c'est du fait même, mais c'est vraiment du bienfait. Voilà, jusque dans les détails. Mais aujourd'hui, il faut dire que on a des professionnels du métier qui vous offrent ça, parce que ils sont aussi allés prendre la technologie ailleurs. C'est comme ça qu'on se réinvente, ça c'est une réalité. Et avec ce qu'ils ont comme connaissance, ils vous sortent en tout cas des éléments qui sont les meilleurs, bien faits, je le dis encore, et qui valorisent ce que nous avons dans notre terroir en termes de richesse. Et c'est intéressant que chacun puisse y faire un tour et puis encourager, quoi qu'on dise, ces stylistes-là africains, parce que ils sont de nombreux pays qui viennent avec des modèles africains qui sont proposés. Merci, monsieur les juges, pour ces avant-propos. Le décret ministériel de 2020 autorisant l'extradition de François Compaoré, accusé dans le cadre du dossier Norbert Zongo, a finalement été annulé par le gouvernement français. Juge Geoffroy, c'est une annulation signée par la première ministre française. Une suite logique ou une surprise? Ça ne peut pas être une surprise. C'est une suite logique à partir du moment où, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu la décision qui a été donnée de ne pas donner suite à même pas à nos requêtes, mais d'abord de faire remarquer qu'à notre niveau, on n'a pas renouvelé les garanties pour un jugement équitable et pour le maintien de l'intégrité de l'homme s'il venait ici. Donc, si ces garanties-là n'ont pas été renouvelées, comme cette Cour-là l'a constaté, elle a pris sa décision. Je crois que la France est dans la logique qu'on en vienne à cette annulation. Pour moi, ce n'est même pas une surprise. Juge Bougma, la chef de l'exécutif français qui signe l'annulation du décret portant extradition de François Compaoré, est-ce que vous comprenez une telle logique finalement? Oui, c'est logique. Même si même les médias français dans les commentaires disent que c'est un acte rare. La précision est importante. Ils disent que c'est un acte rare. Donc ça veut dire que c'est pas des actes qui ne sont pas pris, mais c'est quand même rare. Mais il y a une suite logique compte tenu de la situation et de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait tranché en septembre dernier, effectivement en s'opposant à l'extradition. Et dans le rendu, le Burkina avait été pointé du doigt parce que n'ayant pas
soumis à temps ou n'ayant pas respecté les délais pour les garanties effectivement qui avaient été effectivement données. Alors, ce qu'il y a, c'est que Ouagadougou, en tout cas, c'était réservé le droit de, comme on appelle ça, et comme on appelle, la France avait déjà acté. C'était déjà réglé. Et donc, quand François Compaoré et ses avocats ont mené l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, naturellement, les mêmes garanties avaient été demandées à la France. Et la France a demandé encore des garanties supplémentaires au Burkina, qui ne les a pas livrées, soit pas à temps ou pas suffisamment. Ce qui est sur un flou artistique derrière cette affaire. Il y a eu quand même une genèse. Au début, quand l'affaire a commencé, on se rappelle que sous le président Kaboré, il y avait des militants et certains cadres du CDP qui ont été détenus à la Mako. Ces derniers avaient réussi à avoir même des images de la Mako pour dire que les conditions de détention de la Mako sont exécrables, c'est inhumain et c'est dégradant. Avec des images à l'appui et même des toilettes, ces derniers avaient réussi à avoir des images et ont pu faire acheminer ça aux avocats de François Compaoré, qui l'ont reversé naturellement dans le dossier. Et donc, les garanties ont été demandées et le président Kaboré et son gouvernement avaient donné suffisamment de garanties, allant jusqu'à promettre, s'il le faut, la construction d'un logis spécial, un logement spécial, rien que pour François Compaoré, pour donner les garanties qu'il sera bien traité et sera détenu dans de très bonnes conditions. Donc, la France a finalement acté de faire envoyer François Compaoré. Maintenant, comme l'affaire est partie devant, naturellement, la démarche reprend. Donc, les garanties ont été demandées. Et c'est l'ambassade, en tout cas les connexions de certains diplomates avec des organisations de défense des droits humains au Burkina, c'est par ça que ces organisations de défense des droits humains, notamment les associations professionnelles des médias, ont su que des garanties supplémentaires ont été demandées au Burkina, mais le Burkina traînait les pas et les délais étaient presque arrivés, le Burkina n'avait pas réagi. On se rappelle de l'audience express que ces organisations ont obtenue de 6 matins, très beau matin, avec l'ancien ministre de la Justice, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, pour demander est-ce que le Burkina a réellement envoyé les garanties ou qu'est-ce qui s'est passé en réalité. En son temps, Maître Barthélémy Kéré a rassuré que les garanties ont été données. Alors, est-ce que ça a été donné à temps? Ou même si c'est donné à temps, est-ce qu'on avait donné les garanties nécessaires, suffisantes pour faire avancer le dossier? Ça reste à savoir. Parce que la couleur politique également du pouvoir de Damiba était connue. Les connexions avec la galaxie Compaoré étaient connues par la nomination des uns et des autres, quand vous regardez le profil de certains qui ont été nommés. Et puis, on a vu également comment Blaise est arrivé à Ouagadougou. Donc ça, on ne peut pas, cette couleur politique était connue. Mais maintenant, après, Damiba a été renversé. Et quand on remonte à septembre, quand la Cour européenne des droits de l'homme a dit les délais qui ont été donnés, ils ont même donné une date. En ce moment, le Burkina on venait d'avoir le deuxième coup d'État, parce que c'était en octobre 2000, on était dans les luttes pour voir comment est-ce que le pouvoir sera géré, et tout. Voilà. Donc ça, je ne pense pas que ces délais, quand ça sonnait, le Burkina avait même la tête à ça. Donc, naturellement, il y a eu ce flottement. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme ne pouvait que prendre sa décision en disant qu'il y a un risque qu'il soit soumis à des tortures, qu'il ne soit pas détenu dans de bonnes conditions. C'est aussi logique que ça. Ça, ce n'est pas la faute à la Cour européenne, c'est la faute au Burkina Faso, à l'État du Burkina, au gouvernement du Burkina Faso. Ce qui est reproché, ce qui est dit en tout cas, elle dit que ce n'est pas de ma faute. Mais maintenant, que peut faire la France? Puisque l'autre a tapé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, la France abroge son décret. Donc, ça veut dire que si on veut demander une nouvelle procédure, je ne sais pas, le ministre actuel avait dit que c'est possible de relancer tout et tout, mais bon, voilà. Sauf que la question qu'on se pose, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien avec les récents développements de ce qui s'est passé? C'est le timing, en fait, aussi.
Donc, est-ce que réellement, s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé ces derniers temps, l'ambassadeur, on dit que ce n'est pas un interlocuteur fiable. Il y a des profils qui ont été envoyés, Ouagadougou n'a pas réagi. On a renvoyé le chef du bureau militaire, on a même fermé le bureau militaire. Il paraît qu'il y a 4 éléments de renseignement militaire, de renseignement, des civils de renseignement français qui sont détenus à Ouagadougou. Le patron du renseignement, qui est d'ailleurs mon homonyme, a été limogé. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien? C'est la question qu'on se pose. Sinon, le reste, c'est logique. Maintenant, ceux qui pensent que c'est une décision émotionnelle de la France, parce que Ouagadougou est en rupture avec Paris, et Ouagadougou est une rupture de bail, et que c'est à cause de ça, non. Il peut y avoir un lien avec les récents développements, ça je ne peux pas nier cela, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une suite logique par rapport à ce que la France a pris comme décision liée à ce dossier. Mais la vérité, c'est que nous sommes pour beaucoup dans cette affaire. J'ai parlé des images qui ont été prises à la Mako et acheminées aux avocats français de François Compaoré, de notre lenteur, notre nonchalance, pour ne pas dire la négligence qui avait été accordée à la demande des garanties supplémentaires. La faute également aussi, c'est du Burkina. Donc, il faut également que nous puissions balayer notre porte et situer les responsabilités par rapport à une telle situation. Et là, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Et vous l'avez dit justement, juge Favara, c'est un fait rare, l'exécutif français qui s'y mixe et qui abroge directement le décret d'extradition. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas dans la conséquence de ce qui se passe en termes de tensions diplomatiques entre Ouagadougou et Paris? Clairement, il a été dit, il y a les plus récents, cette velléité de prétendu, pas enlèvement, de prétendue arrestation de 4 agents français au Burkina. Non, moi je mélange pas les choses. Pour moi, c'est simple. Vous parlez d'immixtion de la France, non. Monsieur Compaoré François, il est en France. C'est pas une question d'immixtion. C'est nous qui demandons son extradition. Donc, et maintenant, on renouvelle des garanties. Ça fait quand même plus de 3 ans, je pense que c'était le 21 février 2020, que le mandat a été envoyé. Donc à chaque fois, les garanties ont été renouvelées. Et puis, ne nous arrêtons pas au 21 février 2020 avec comment on appelle cela, avec le mandat, avec la volonté de faire venir François Compaoré. C'est l'affaire Norbert Zongo, c'est une longue lutte. Je pense que ça aussi, on doit l'avoir dans un coin de notre tête lorsqu'on parle de ce dossier. C'est une longue lutte. C'est des gens qui se sont mobilisés pendant longtemps pour que quelqu'un qui meurt comme ça avec ses compagnons, que ça ne reste pas comme ça. Et on a vu après la mort comment ça a bousculé ce pays-là. C'est un dossier emblématique. Et pour que ça reste et qu'on en vienne le 21 février 2020 à ce qu'on demande à François de rentrer au pays pour qu'il soit jugé, ça a été un parcours de combattant sous Blaise Compaoré, avec la transition aussi qui est venue juste après, jusqu'à maintenant. Donc ça, on ne peut pas facilement dire, comme aujourd'hui ça ne va pas. Donc pour moi, c'est un raccourci que de vouloir dire que bon, le contexte actuel justifie tout. Non. Et quand on prend par exemple ceux qui sont allés devant l'ambassade donner la lettre, mais est-ce que nous, notre parti a fait ce qu'il faut? Est-ce que la partie burkinabé a fait ce qu'il faut? Vous savez, en la matière, pour moi, ça n'est que... Lorsque vous posez la question au prime abord, j'ai dit ça n'est que logique. Puisque il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui dit clairement qu'il y a un défaut de renouvellement de garantie. Mais c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se surprendre d'une réaction, ou bien c'est comme on allume le feu puis on dit c'est la faute aux allumettes, comme disait un rappeur que j'aime bien. Mais non, c'est pas comme ça. Mais vous l'avez dit tantôt, c'est un dossier très emblématique qui compte pour ce pays. Le gouvernement ne l'ignore pas. Non, c'est pour ça, moi j'ai lu par exemple le communiqué, un peu la réaction du centre de presse Norbert Zongo. Ils ont raison de dire, mais attendez, il faut qu'on ait une explication pour ce qui est de notre parti. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, mais est-ce que nous l'avons fait? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il faut qu'on nous l'explique. Et on comprend aussi lorsque, à côté, on nous dit, bon, on peut le juger par contumace.
Si c'était ça, pourquoi le combat, pourquoi est-ce que la volonté de vouloir faire comparaître François Compaoré jusqu'à aujourd'hui la demeure? On ne peut pas jeter ça du revers de la main. On ne peut pas se dire comme ça ne va pas. Donc, non, on renouvelle ces garanties-là, quitte à ce que la France soit mise devant les faits et que s'ils veulent s'assumer de ne pas l'envoyer, cela, nous en tirons les conséquences de façon majeure. Parce que de notre côté, on aura tout fait. Mais quand de notre côté, on n'a pas fait ce qu'il faut, moi je trouve que c'est quand même un peu difficile de dire voilà, c'est parce que les relations ne sont pas bonnes et que c'est une conséquence. Non, c'est pas une simple conséquence, il faut qu'on soit honnête sur le dossier. D'aucuns vous diront peut-être que c'est parce que le gouvernement burkinabé n'est pas partie prenante dans cette affaire qui opposait un peu les avocats de François Compaoré à la Cour européenne. Je vais poser une question. Qui depuis renouveler les garanties? Depuis 21 février 2020 où ça a été lancé, qui renouvelle les garanties? Pourquoi est-ce que sous Damiba, les ministres se sont empressés de venir dire que attention, ne pensez pas qu'on n'a pas renouvelé, ils se sont expliqués là-dessus? Pourquoi? J'ai dit, c'est un dossier emblématique. Il ne faudrait pas qu'on... L'affaire Norbert Zongo a secoué ce pays-là. Et puis derrière, il y a plein de symboles. C'était un défenseur de la démocratie, c'était un défenseur de la bonne gouvernance, c'était un défenseur de la probité. C'est ça la réalité. Mais est-ce que tout ça, on va le regarder et le jeter comme ça? C'est ça. Je dis, pour le respect, pour ce que c'est dans notre histoire, on aurait dû faire ce qu'il fallait. Maintenant, quitte à ce que la France rentre dans son jeu et fasse ce qu'elle veut, mais au moins, pour notre parti, on aurait été correct avec nous-mêmes et on aurait mis dans le dossier tout le respect et l'honneur qu'on y porte. C'est ça pour moi le plus important. Juge Boukma, l'autre aspect important de ce que souligne le juge Baha, c'est tout de même aussi un peu le silence du gouvernement sur cette affaire, parce que depuis cette affaire d'extradition qui n'aurait pas marché, on a entendu un peu le centre de presse qui a même fait un communiqué. Il y a eu le 13 décembre, jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les garanties soient fournies auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que j'ai donné des éléments de réponse là-dessus. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme dit que nous, on a eu jusqu'au 19 octobre. On n'a pas réagi. Le 19 octobre, le Burkina n'avait pas un gouvernement officiel. C'était des gens qui étaient chargés de l'expédition des affaires courantes. Parce que nous avons eu un premier ministre le 21 octobre. C'est-à-dire 2 jours après l'expiration. Donc ça veut dire que je ne pense pas que quand le capitaine venait, que le dossier ne soit pas déjà sur la table. J'ai dit que les organisations professionnelles des médias étaient obligées d'aller demander des comptes au ministre Barthélemy Kéré. Qu'est-ce qui se passe avec les garanties complémentaires qu'on vous a demandé? Et ça, ces informations leur ont été transmises par d'autres circuits. On dit attention, il y a un délai qui est en train de s'expirer. Nous avons demandé des garanties à l'État du Burkina, mais ils traînent. Et donc, ces garanties, ils sont allés demander à Maître Kéré, qu'est-ce qu'il y a? Il a rassuré que l'État du Burkina a joué sa partition. Mais ils n'ont pas vu le document. En tout cas, renseignement pris. Peut-être qu'ils l'ont eu après, mais renseignement pris. Personnellement, j'ai demandé à certains de la délégation, est-ce que le document vous a été dûment présenté, même si vous n'avez pas eu le contenu et tout, ils disent non, pas eu. Ils ont été rassurés que ça a été fait. L'État du Burkina a joué sa partition. Et la Cour européenne vient dire que nous n'avons pas joué notre partition. Donc, on a besoin d'explications vis-à-vis de notre État. Ou, l'actuel président du Conseil constitutionnel, en son temps ministre de la Justice, a donné les garanties. Et d'autres garanties supplémentaires ont été données. Et pendant le flottement du coup d'État, on n'a pas pu le faire. Mais quoi qu'il en soit, il y a une explication que notre État doit donner parce que c'est elle qui a pointé du doigt. Je n'ai pas dit que c'est parce que c'est tendu entre Ouagadougou et Paris que la décision a été prise d'abroger. J'ai dit qu'il se pourrait qu'il y ait un lien. En la matière, il n'y a aucun détail à négliger. Il n'y a rien à négliger. Le timing. Le timing, il n'y a rien à négliger. Dans les États, par moment, il n'y a pas d'intérêt. Pensez-vous que si nous étions dans une situation dans laquelle nous ne sommes pas actuellement, Guillaume Soro aurait pu parader dans notre palais présidentiel? Non. Est-ce qu'il aurait été reçu à Bamako ou à Niamey? Non. Il y a un lien clair avec la situation. Donc j'ai dit, dans l'analyse que je fais, je ne néglige rien.
Mais je n'ai pas dit que c'est forcément ça. Mais la décision coule de source compte tenu du fait que ça dépasse les prérogatives de la France. Parce que j'ai dit, même les Français disent que l'acte est rare. Parce que notre ministre de la Justice actuel a dit qu'il y a possibilité de rebondir. S'il y a possibilité de rebondir devant la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on ne l'a pas fait? En ce moment, est-ce que les autorités françaises ne pouvaient pas patienter? Ça, c'est un choix, mais on ne peut pas leur imposer ça. Donc, j'ai dit, il n'y a rien à négliger, il n'y a pas de détails, il n'y a rien à négliger. Mais quoi qu'il en soit, la France est dans son rôle de dire, moi, j'avais donné l'autorisation sur la base des garanties qui m'ont été données. Maintenant que c'est à un autre niveau qui me demande des garanties, j'ai demandé à l'État de Burkina. Et la Cour me dit que c'est l'État de Burkina qui n'a pas donné ces garanties. On ne peut pas en vouloir à la France aussi. Ça, au moins, il faut qu'on soit clair. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de toutes ces procédures, François Compaoré peut être jugé par contumace. On s'achemine justement vers ça. Oui, mais il n'y a pas de problème. Son grand frère même a été jugé par contumace dans le dossier Thomas Sankara. Dans l'affaire du coup d'État, il y en a qui ont été jugés par contumace. Parmi ces personnes figure l'épouse de Gilbert Diendéré. Donc, je ne vois pas où se trouve véritablement le problème de le juger par contumace. C'est que là, effectivement, ça complique davantage sa situation. Parce que c'est devant cette même justice que lui-même il a traduit des Burkinabés. Oui, l'événement Newton Amer Barry, il les a traduits devant cette même justice. Et lui-même. Maintenant, comme par enchantement, comme c'est lui qui doit venir répondre, la justice n'est plus sérieuse, elle n'est pas aussi clean et tout. Bon, ça pose véritablement un problème de compréhension, lui-même de son attitude, quoi. Donc, est-ce que véritablement aussi ce n'est pas quelqu'un qui veut se soustraire de la justice? On peut y penser. Parce que si vous attrayez des citoyens devant cette même justice, il a même répondu devant cette même justice, devant l'affaire David Drago. Il n'a pas eu peur d'y aller. Ah, là, il est en tant que témoin. Cette fois-ci, il y a eu, après, lui-même, il a esté devant cette justice, il a esté des citoyens, il a traduit des citoyens burkinabés qui sont venus répondre. Maintenant, à son tour, bizarrement et comme par enchantement, la justice, il a peur de venir. De quoi est-ce qu'il a peur? Bon, quoi qu'il en soit, il peut être jugé par contumace et ça se complique davantage parce que s'il est jugé par contumace, je dis bien, et s'il est reconnu coupable, en fonction des griefs qui sont retenus, je dis bien, ça se complique davantage pour lui en ce moment après. Voilà. Mais comme c'est des personnalités politiques aussi qui comptent à un moment donné sur les questions de réconciliation pour être absous de leurs péchés et rentrer librement, bon, peut-être que ça, ils attendent aussi qu'on juge par contumace et après, ils disent, bon, de toute façon, tout va finir autour d'une table de négociation et puis on va absoudre les péchés pour que les uns et les autres rentrent. C'est sûr qu'il se calcule aussi derrière. Bon, quoi qu'il en soit, en fonction de ce que le Burkina veut, où est-ce que le Burkina veut aller avec l'ensemble de ses fils au moment opportun, bon, les Burkinabés décideront. Voilà. Et pour terminer sur le sujet, in fine, les dés sont jetés. Le décret d'extradition de 2020 a été abrogé par l'exécutif français. Quelles peuvent être les conséquences de cette décision-là au plan diplomatique quand on connaît tout de même les tensions qu'il y a entre Ouagadougou et Paris? Je ne pense pas que la décision impacte c'est plutôt les relations diplomatiques là qui se retrouvent encore plus difficiles. Et ça, c'est un constat. Maintenant, c'est un dossier aussi parmi tant d'autres. Et on a notre appareil qui prévoit que même si vous n'êtes pas là, vous puissiez être jugé. Je pense que même quand on a vu le 13 décembre dernier, le collectif qui depuis se bat pour qu'il y ait la lumière sur cette affaire et que les responsables les responsabilités puissent être situées. On dit bien, c'est 2024 sûrement que ça se fera par contumace. Le fait par contumace, on peut le faire, hein, c'est pas un problème. Mais ça enlève toujours aussi, quoi qu'on dise, du piment ou du goût à une vérité qui est attendue par les familles. Parce que le concerné aussi devrait avoir son mot. Et le concerné, peut-être, donnerait des éléments. Vous savez, le processus pour arriver à une vérité, c'est aussi un processus de guérison
pour des personnes qui sont meurtries. Parce que quand vous regardez comment Norbert Zongo est mort, ce n'est pas possible que ça passe comme ça. Il faut que ceux qui ont posé cet acte-là aient à répondre, commanditaires comme exécutants. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de justice, on oublie souvent que c'est un processus qui participe pour les familles à faire le deuil. Et ça, quelquefois, c'est des éléments qu'on doit garder, on doit garder en tête. Et pour ces familles-là, c'est souvent important de regarder en face certaines personnes et d'entendre certaines choses. Donc, oui, par contumace, ça peut se faire. Mais bon, on l'a vu, on l'a vu un peu comment les choses se sont passées dans d'autres dossiers ici. Mais voilà, c'est peut-être ce à quoi on est un peu réduit. Pour vous, juge Boukma, quelles peuvent être les conséquences de l'abrogation d'un tel décret par le gouvernement français en termes de relations justement diplomatiques avec le Burkina? Est-ce qu'il peut y en avoir? Bon, je ne sais pas, pour des relations diplomatiques qui sont déjà suffisamment tendues et exécrables, je ne sais pas. Maintenant, bon, parce que ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire de l'amalgame. C'est-à-dire, c'est de dire que c'est parce que c'est comme ça que la France a abrogé. Non, ça, c'est pas juste. Ça, il faut avoir l'honnêteté de dire, ça, c'est pas juste. Maintenant, est-ce que sur le plan diplomatique, cela pourrait davantage envenimer, avoir de l'impact? Non, je ne pense pas. Sur ce dossier, non. Parce que si réellement nous voulons nous appuyer sur ça, pour dire que comme la France a fait ça, nous allons faire ça, non, je ne pense pas. Ça va devenir un peu comme un du chantage. Et puis deuxièmement, c'est une accusation injuste. Pour cette fois-ci, oui. C'est une accusation injuste. Maintenant, comme il y a des agents à Ouagadougou, parce que certains communicants proches du pouvoir avaient dit, bon, vous nous renvoyez François et on vous renvoie les 4 éléments. Voilà. Donc, alors que si ça va être cet échange-là, avec ou sans abrogation, non, s'il doit y avoir échange, avec ou sans abrogation de degrés, ça va se faire. S'il doit y avoir échange, les États n'ont pas d'amis. Donc, s'il doit y avoir échange, que le décret soit abrogé ou pas abrogé, ça se fait. Prenez les services de renseignement américains, russes, britanniques, par moment, qui procèdent à des échanges. Il n'y a pas eu de décret qui soit abrogé ou pas. C'est en fonction de ce que la personne vaut ou représente pour vous que vous acceptez les échanges. Donc, s'il doit y avoir échange, que les barrières abroger un décret ou pas, je ne vois pas où se trouve le lien. Voilà, donc je ne pense pas que cela puisse contribuer à rendre les relations exactes, puisque ça l'est déjà. Maintenant, est-ce que François Compaoré d'ailleurs constitue la tasse de thé du régime actuel par rapport à notre crise sécuritaire? Je ne le pense pas aussi, compte tenu de ce que... Ça, c'est moi ma lecture. Donc, je ne pense pas que cela puisse être un élément pour dire, bon, comme vous l'avez fait, on va faire non. Alors qu'ici, ce n'est pas la faute à la France, c'est la faute à nous. Et nous restons dans le registre de la justice pour aborder le second sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la rencontre statutaire 2023 du Conseil supérieur de la magistrature. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce que vous pensez de la tenue d'une telle rencontre qui avait été reportée de par le passé? Bon, c'est... D'abord, d'emblée, je pense que ça a été rappelé, c'est une prescription constitutionnelle qui fait que le président, qui est le garant de cette justice-là, la liberté, cette justice, de son indépendance, vienne rencontrer donc l'appareil pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, faire un genre de bilan et puis voilà. Ça, c'est un ordre normal. Maintenant, normalement, ça se tient le mois de novembre. Maintenant, je pense que c'est des questions d'agenda qui ont fait que bon, ça a été légèrement décalé pour que ça se fasse maintenant. Et puis bon, il y a la thématique aussi qui colle avec les besoins du moment. Parce que le président lui-même dans sa dernière adresse a été très clair, il faut que les Burkinabés fassent encore plus d'efforts. Donc pour que chacun consente à faire des efforts, il faudrait aussi que les uns et les autres soient pour ce qui est de leurs obligations, soient prompt à le faire, parce qu'on ne demande pas à quelqu'un de faire des efforts alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté qui n'est pas correct et qui doit et qui devrait
peut-être payer des impôts qui sont même de l'ordre, non de l'effort, mais plutôt du naturel en termes de contribution, donc des obligations, et que les gens ne s'en acquittent pas. Donc pour moi, ça c'est vraiment normal. Maintenant, après, vous avez vu, il y a eu un communiqué aussi sur les efforts pour les infrastructures au niveau notamment de l'appareil judiciaire, pour qu'il puisse vraiment fonctionner de la meilleure des façons. Donc c'est normal. Pour moi, c'est d'abord un exercice normal, il faut le comprendre tel quel. Et puis voilà. C'est le moment aussi pour le président d'avoir la claire lecture des choses, des problèmes, et puis de pouvoir y apporter des solutions. Juge Boukma, cette rencontre entre le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature, il a principalement été question de délinquance financière et économique, ainsi que le recouvrement des avoirs illicites, un sujet d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est un sujet d'actualité, comme vous l'avez dit. Et en ce moment, effectivement, tout l'appareil judiciaire elle est attendue sur cette question. Quand je dis toute la chaîne, ce n'est pas seulement les magistrats. Parce que l'appareil judiciaire, c'est toute une chaîne. Donc, il y a les OPJ, les officiers de police judiciaire, il y a toutes ces personnes qui interviennent dans l'administration judiciaire. Donc, naturellement, la question, elle est très attendue. Donc, et il le faut. Parce qu'on a beaucoup d'argent dehors, il y a ces recouvrements qui doivent être opérés. On parle de délinquance financière, en tout cas c'est le qualificatif qui a été trouvé. Mais j'ai dit c'est une question d'actualité. Le Burkina Faso a besoin d'argent, et s'il y en a qui en détiennent, également il faut faire en sorte qu'on puisse les avoir. Mais comme si c'est une procédure judiciaire, ça va prendre du temps, c'est des procédures. Parce que si vous commettez des erreurs dans la forme et tout, ça va être compliqué. Donc c'est ça aussi, parce que quand ça devient une affaire judiciaire, ça traîne parce qu'il y a toutes les procédures qu'il faut respecter, il y a toutes les garanties qu'il faut respecter, et donc naturellement, la procédure, le temps de la justice n'est pas forcément le temps des hommes. Donc il y a cette réalité-là qu'il faut évidemment prendre en compte. Une rencontre également qui se déroule dans un contexte où ça risque d'être la dernière fois que le chef de l'État préside la rencontre en tant que garant. Peut-être que la prochaine fois, il va présider en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'avant ça l'était, avant que effectivement les choses ne soient déconnectées. Mais comme il a été demandé la relecture des textes, rien ne prouve qu'à la prochaine rencontre, il ne présidera pas la rencontre, le chef de l'État, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, mais pas, parce que cette fois-ci, c'est en tant que garant. Donc, il peut y avoir effectivement une évolution dans ce sens-là. Mais la question, elle est d'actualité. Et aujourd'hui, ça ne souffre d'aucun débat que c'est très important pour le Burkina Faso. Ne serait-ce que pour montrer l'exemple, pour que ceux qui ont pris ce qu'ils ne devraient pas prendre puissent effectivement remettre le trop perçu ou les perceptions indues. Des sommes d'argent qui ne leur revenaient pas de droit. La perche a été tendue par le juge Boukma. À cette rencontre, il a aussi été question de réformes au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont des réformes qui avaient été demandées par une partie de la population au cours de marches-meetings ici à Ouagadougou et dans d'autres villes. Également, au niveau du Conseil des ministres, on a vu l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution qui parlait d'une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous pensez que l'idée va enthousiasmer un peu au niveau de ce corps-là? Bon, quand la dynamique pendant longtemps a été plutôt d'éliminer au maximum les vases communicants pour que l'indépendance soit pleine et entière, vous comprendrez que toute marche à contre-bout ne pourrait pas forcément avoir l'assentiment de ces personnes ou bien de tout le monde. Et puis vous parlez de marche, je suis désolé de le dire, mais je n'ai pas vu de contenu lors des marches en termes de propositions concrètes sur ce qu'ils veulent de ce Conseil supérieur de la magistrature, bien de notre justice de façon générale. C'est dit, on veut une justice qui soit plus arrimée à nos réalités, on veut une justice qui soit plus juste. C'est ça. Maintenant, ce que le politique en fait et met en termes de contenu, ça c'est autre chose. Moi, je n'ai pas vu dans des marches le déroulé de ce qu'on a vu après. Donc, moi, je ne fais pas le lien directement. Il y a des Burkinabés qui veulent une justice qui soit beaucoup plus arrimée à leur réalité, qui veulent un certain nombre d'éléments. Maintenant, est-ce que c'est ainsi? Ça aussi, c'est une autre question. En mettant en ouvrant ce conseil à des non-magistrats, en permettant par exemple au ministère de revenir, en remettant le président dans la machine, est-ce que c'est ça
qui avait été demandé. C'est un recul. Demandez aux magistrats, ils vous diront que c'est un recul pour la plupart. Et puis je pense que pour le combat qui a été mené depuis l'insurrection, si cette dynamique avait été enclenchée, c'est parce que c'était une volonté d'indépendance que l'on voulait affirmer. Et pour moi, quand je regarde, pour moi ça peut être dangereux. Parce que on attend de voir comment ceux qui vont intégrer dans la composition seront désignés. Si vous avez là un fort poids de l'exécutif encore ou du présidentiel, je ne sais pas en quoi est-ce que vous valorisez une indépendance encore de cette justice-là. Maintenant, c'est vrai, on peut faire le débat aussi de ce que ceux qui composent l'appareil même ont fait de l'indépendance pour lequel on a milité. Ça aussi, c'est une autre question. Maintenant, est-ce que certaines dérives, certains revers devraient justifier qu'on reparte en arrière comme on l'a fait, étant donné qu'on en a déjà fait l'expérience et on a vu et que ça donnait plus de pouvoir soit à un président et ça donnait plus de pouvoir à un exécutif et ça faisait plus de contrôle d'une justice. Et ça aussi, c'est une réalité. Est-ce que vous partagez le même point de vue que le juge Bahar, qui émet tout de même des réserves par rapport à ces réformes-là, qui, pour beaucoup, pourraient paraître comme un recul? Oui, en fait, la réserve, moi, je la comprends et je partage entièrement. Parce qu'ici, un ministre burkinabé nous a regardé droit dans les yeux pour dire qu'il nous avait des juges acquis. Et quand vous regardez le dossier Norbert Zongo, comme elle était tripatouillée, c'était ainsi. Et quand il y a eu l'enquête sur les malversations au niveau judiciaire et que les conseils de discipline ont commencé, pour ne pas dire les jugements ont commencé, il y a un des magistrats qui a dit, vous faites partie de ceux qui ont tripatouillé le dossier Norbert Zongo. Donc vous n'avez pas qualification pour venir vous asseoir devant moi et m'entendre sur des cas comme ça. Ça, c'est des faits. Et donc la crainte aussi, une justice inféodée au pouvoir, qu'à un moment donné, le droit ne soit pas dit dans toute sa dimension. Parce qu'on l'a expérimenté et donc ça fait craindre donc le retour des juges acquis, comme l'observateur Parga s'en était interrogé, vers un retour des juges acquis. C'est une interrogation qui porte beaucoup de sens. Parce que le combat, c'est pour l'indépendance de la justice, mais aussi un autre combat, c'est pour l'intégrité de la justice. On a cru qu'en mettant suffisamment de moyens et tout, ça pourrait garantir cette indépendance, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler aussi à ce qu'on puisse avoir l'intégrité des juges, en plus d'avoir leur indépendance. Mais aujourd'hui, avec la relecture annoncée, il est à craindre effectivement que le politique ne revienne encore dans l'appareil judiciaire. Et ça, c'est pas aussi évident. Quand dans l'affaire Soro, le président Kaboré avait dit que l'affaire a été réglée sur le plan diplomatique, les uns et les autres se sont posé la question de savoir pourquoi et comment est-ce que ça va être réglé sur le plan diplomatique. Parce que Alassane avait bandé les muscles. La suite, on la connaît. Malgré que c'était difficile pour le politique de revenir dans le dossier, on a trouvé les parades. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des craintes qui sont effectivement partagées. Et c'est même pas seulement les magistrats qui disent que c'est un recul. Il y a ces organisations de défense des droits humains qui le disent. Mais les magistrats, ils sont sereins. Ils disent que nous rendons la justice au nom du peuple. En fonction de l'orientation que le peuple veut que le juge rende le droit ou dise la justice, c'est ce que le juge va faire. Parce qu'il est au service du peuple. Et donc, recul ou pas recul, vous voulez qu'on rende ça comment? On a eu la période de TPR. Il y avait des magistrats qui ont siégé là-bas, non? Maître Alidou Dago, et puis d'autres magistrats qui ont siégé. Vrai ou faux? Donc, la réalité aussi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Quelle forme de justice on veut? Ceux qui disent qu'il faut revoir le droit, il faut revoir la justice burkinabé pour qu'elle soit, ils ne disent pas concrètement. Voilà. Mais il y a des gens qui ont fait un travail profond. Par exemple sur la justice transitionnelle, qui ont fait des propositions intéressantes, parmi lesquelles Maître Herman Yamewo. C'est vrai qu'il y a une forte teinture politique, mais il a fait beaucoup de réflexions là-dessus. Et bien d'autres qui ont fait des réflexions là-dessus. Il y a des étudiants burkinabés au département de droit qui, pour leur master, leur thèse, ont fait
un travail profond également sur cette justice transitionnelle avec suffisamment de propositions pertinentes. Le Burkina, à travers d'ailleurs le gouvernement actuel, a aussi évoqué l'idée de justice communautaire pour que certains dossiers ne soient pas envoyés au commissariat, à la gendarmerie ou devant le juge, mais que sur le plan communautaire, on puisse régler cela. Je dis que ce sont des propositions intéressantes. La question principale, c'est quelle forme de justice, avec quel contenu nous voulons. Quand on demande de relire le droit, la justice, pour que quoi, c'est quoi exactement? Mais justement, là, d'aucuns vous diront que la réforme, lorsqu'elle est envisagée, elle vise à rectifier un certain nombre de failles. Et toujours là-dessus, la question que beaucoup au niveau des populations se posent, c'est qu'est-ce que la justice a fait de cette indépendance qui lui a été accordée en termes d'accélération de traitement de dossiers et tout? On a parlé de délinquance économique tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Il y a aussi cette question. Ou qu'est-ce qu'on lui a permis de faire? Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est vrai, il y a un secrétaire permanent qui assure tout. Qui finance? Le CSM n'a pas une autonomie financière. Vous voulez instruire un dossier, vous avez besoin d'argent. Ou sur ce plateau, le regretté Luc Marius Subriga que nous avons eu en édition spéciale, sur les questions des enquêtes, des biens mal acquis. Il dit en 2015, quand la facture a été déposée sur la table du gouvernement, par rapport à l'identification des biens mal acquis, des personnalités burkinabées, soit au Burkina ou à l'extérieur, parce qu'il y a des enquêteurs qui se sont spécialisés dans ce domaine. Ça fait appel à d'autres expertises, même sur le plan de l'informatique, pour pouvoir dénicher les liens de certains biens, immobiliers ou pas, avec des hommes politiques burkinabés. Quand la facture a été déposée, ils ont dit, ça là, on va attendre. C'est salé. La facture est salée. Est-ce qu'on a mis les moyens à la SELC en son temps et puis les lignes n'ont pas bougé? Non. Quand vous prenez le budget de fonctionnement de la SE, au moment où le budget a été grimpé, c'est quand il fallait construire le siège. Quand vous regardez le budget là, en dehors des frais de fonctionnement, pour les questions de salaire, le budget est gonflé parce qu'il y a un siège qui devait être construit. Ce n'est pas pour les questions d'enquête. Le siège, des questions d'enquête approfondies. Le siège a été construit maintenant. Qu'est-ce qu'on met comme moyen pour rendre la SELC opérationnelle? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été recrutés depuis près de 2 ou 3 ans et qui n'ont pas encore fait fonction à la SELC? Recrutés, dûment recrutés. Il y en a qui tendent vers les 6-9 mois. Recrutés dûment, ils n'ont pas encore pris fonction, alors qu'ils doivent travailler pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Même ça. Mais au niveau de l'appareil judiciaire, pour certains dossiers, il faut de l'argent. Si l'exécutif ne donne pas de l'argent, il faut que le ministère de la Justice annexe le budget du CSM, qui touche son homologue de l'économie, qui accepte ou pas. Il faut faire les ajustements nécessaires et on vous débloque l'argent, pas au moment venu et pas dans son entièreté. Dans ces conditions, on peut instruire un dossier commun. Il y a un faux procès également qu'on fait à notre justice. Si elle n'a pas les ressources nécessaires pour activer certains dossiers, elle fait quoi? J'ai dit, il y a des dossiers qui demandent de l'argent. Surtout si la question des biens mal acquis, du recouvrement, ça demande beaucoup d'argent parce que ça fait appel à d'autres expertises que forcément on n'a pas. Ou que même si on a, ils sont peut-être dans le privé, il faut payer cher pour les avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que réellement, pour le moment, c'est notre priorité? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, qu'est-ce que les juges ont fait pour activer tel dossier? Qu'est-ce que les juges n'ont pas fait? Ou qu'est-ce que celui qui devait donner l'argent n'a pas pu faire? Ça, ce sont des questions fondamentales qui méritent la réflexion dans le cadre de la réforme de la justice dont on parle. Parce que tant que cette question n'est pas réglée, parce que le CSM, ce n'est pas un EPE avec autonomie financière. Ce n'est pas un établissement public de l'État avec autonomie financière et gestion. Tout, non. Ça reste au stade d'un organe de régulation en même temps qui s'occupe de certaines questions. Et puis, bon, ça s'arrête là. Donc, si réellement on a besoin d'un appareil judiciaire qui marche, il faut lui mettre les moyens. Allez-y regarder les conditions dans lesquelles certains magistrats travaillent, certains officiers de police judiciaire travaillent. Allez-y regarder. Je vous ai dit que pour le e-timbre, ils n'ont même pas le minimum pour vérifier là. Vous arrivez, on dit, bon, monsieur, l'ordonnance que nous devons vous rendre là, vous devez apposer un timbre de 200 francs ou bien je ne sais pas moi. Maintenant, vous dites, moi, j'ai généré le e-timbre. Il dit, monsieur, moi, je n'ai pas les moyens
pour vérifier que le timbre est valide ou pas. Si vous n'avez pas le timbre physique, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Et vous repartez chercher le timbre numérique à 800 ou à 1000 francs pour venir apposer alors que vous deviez payer ça à 200. Ça, ce n'est pas la faute à l'agent. En dernier tour de table, on va vite aborder le dernier sujet retenu pour cette audience, les autorités maliennes qui protestent contre une ingérence algérienne dans ses affaires intérieures. Le ministre malien en charge des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a même convoqué mercredi dernier l'ambassadeur de la République algérienne au Mali. Qu'est-ce qui constitue le goulot d'étranglement de ces deux pays, juge Vara? Et par réciprocité d'ailleurs, du côté aussi de l'Algérie, l'ambassadeur du Mali qui hier a été convoqué. Et donc, on comprend les tensions qui sont assez fortes. Évidemment, il y a l'accusation d'ingérence qui pose problème pour ce qui est de Alger, parce que, n'oublions pas que l'Algérie se fonde sur l'accord de paix qui est d'ailleurs l'accord d'Alger, pour essayer de travailler sur la paix, notamment au Mali, parce que les différents protagonistes à un moment donné se sont retrouvés en Algérie pour discuter d'un accord. Et donc, c'est cet accord-là qui est en train d'être réveillé et sur lequel donc, l'Algérie a dit être en train de travailler. Maintenant, le problème malien, c'est que vous rencontrez l'une des parties. Et écoutez le discours malien, ils disent que l'Algérie a rencontré nous des partenaires avec des terroristes. Donc on n'est plus dans, comment on peut appeler ça, on n'est plus dans une situation dans laquelle des protagonistes se sont mis autour d'une table où il y avait une dissociation qui était faite entre groupes terroristes et groupes rebelles qui revendiquaient d'autres choses, parce qu'à Alger c'est ce qui s'est passé. Il y a une dissociation qui a été faite et ils ont fait une stratification où terroristes de côté, mais il y a des groupes avec lesquels ils se sont dit qu'on pouvait discuter. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est pour ça que je dis souvent sur la question malienne, la petite différence aussi avec nous, c'est qu'il y a les terroristes, il y a des groupes dits rebelles là-bas, et il y a vraiment l'armée, les FAMA, qui tentent de reconquérir du territoire. Mais quelquefois, comment on fait pour faire la distinction entre terroristes et puis ces groupes dits rebelles? Ça devient vraiment compliqué. Mais peut-être qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution des choses et du changement sur le terrain et de l'équilibre ou le déséquilibre des forces, je pense aussi que le Mali est maintenant tranquille de dire je ne fais plus peut-être des distinctions, tout le monde est terroriste, je vais vous nettoyer puis on va avancer. Peut-être que c'est un peu la logique actuelle, et dans ce cas de figure ils comprennent aussi que l'Algérie, il y a un autre enjeu, parce que vous savez, il ne faudrait pas qu'on se leurre, hein. Mali, Algérie, c'est quand même un peu plus de 1200 km de frontières. Très souvent, si vous vous amusez, c'est-à-dire le fait que vous éteignez là-bas vient se répandre chez vous. Donc, quelquefois, il y a des zones qu'on préfère, en fait, garder tant que c'est chez le voisin et que c'est un feu qu'on couvre là-bas, il n'y a pas de problème. Et tant qu'on le couvre et que ça ne se répand pas chez nous, il n'y a pas de problème. Mais si tenter de l'éteindre, c'est risquer l'incendie chez nous, en fait, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. Et je comprends la posture malienne, parce qu'il y a une armée qui est en train de monter en puissance. Elle s'est dit, on peut régler notre problème ici et maintenant. Pourquoi est-ce qu'on va faire des différenciations? Et pendant ce temps, pourquoi est-ce que c'est maintenant que l'Algérie essaie encore de revenir et rappeler cet accord de paix? Maintenant, là où, pour moi, peut-être pour terminer, il y a un peu une illogie, c'est que quand vous dites d'Alger qu'il y a une ingérence, alors que vous continuez de reconnaître l'accord de paix, c'est qu'il y a un problème. Puisque celui qui a le lead de négociation dans l'accord de paix, c'est l'Algérie, en quoi est-ce qu'il y a une ingérence maintenant? Très rapidement, 30 secondes. Cet accord, il dit que ça n'existe plus. Très rapidement, 30 secondes, juge Bougma. Ce qu'il faut regretter, c'est que c'est la montée des tensions entre les deux pays. L'Algérie était venue, avait donné un vrai coup de main à Bamako, donc au Mali, dans la difficulté à un moment donné. Mais la réalité, il ne faut pas se voiler la face. Kidal, c'est pratiquement la frontière algérienne. Kidal, repris par les autorités maliennes, qui tentent maintenant d'imposer leur leadership, ce n'est pas aussi évident pour l'Algérie. Parce que vous prenez beaucoup de chefs terroristes, soit ont été formés en Algérie, soit ont séjourné en Algérie pendant les moments sombres de l'Algérie. Donc il y a cette réalité aussi qui est là.
Est-ce que l'Algérie d'ailleurs a intérêt à ce que tout se calme sur Kidal? Oui ou pas? Oui ou non? Alors, si tout est calme, tout se règle. Les groupes armés, les chefs qui ont été fouettés, chassés, ils vont établir leur domicile où? Donc c'est pas évident, parce qu'il y a des analystes qui disent que Kidal, dans l'état dans lequel Kidal était, arrangeait plus ou moins l'Algérie, compte tenu aussi de la difficulté de gestion de ces groupes terroristes, surtout des chefs qui avaient des connexions avec l'Algérie. Donc certains sont partie prenante de l'accord d'Alger. Comment est-ce qu'on gère ça? Et ce qui est arrivé était prévisible. C'est pourquoi certains pensent qu'ils ne comprennent pas pourquoi dans la construction du G5 Sahel, l'Algérie ne faisait pas partie. Ça ne s'explique pas. Si réellement l'objectif du G5 Sahel, c'était aussi de lutter contre le terrorisme à grande échelle, l'Algérie devait être partie prenante compte tenu de ces réalités-là. Mais la reprise en main de Kidal par les autorités maliennes peut s'inviter de façon, comment on appelle ça, subtile, pas l'officiel, mais ça peut être un maillon important dans ce rebondissement de la crise. Mais c'est des choses qu'il faut regarder de près. Mais ce n'est pas bien que les deux pays soient dans cette tension. Ce n'est pas bien pour le Sahel, notre sous-région. Point final pour cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci, juge Geoffroy Waha, pour les clés de lecture apportées. Merci, juge Bernard Bougman, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à bientôt pour une autre convocation.